Un des enjeux importants qui se dégage de ma recherche, c'est ce que j'ai appelé la bureaucratisation de l'humanisme. Le fait que d'un côté, dans les milieux de la santé et des services sociaux, on cherche à produire des soins de plus en plus humains, et que d'un autre côté, on met en place cette humanisation à travers de plus en plus de dispositifs administratifs, des grilles d'évaluation, bref, une bureaucratisation. Et j'ai voulu parler de ce sujet que je trouve très important avec Yves Couturier, qui est un chercheur renommé en la matière. Bonjour Yves. Alors je voudrais te parler de quelque chose que j'ai observé pendant mes recherches. Par bureaucratisation de l'humanisme, j'entends que dans ce milieu-là, les valeurs qui sont mises en avant, c'est d'être humaniste. Pour réaliser cette humanisation, les professionnels, surtout du côté de l'administration, les gestionnaires, etc., mettent en place de plus en plus de grilles d'évaluation, de formulaires, de recommandations standardisées qui visent à réglementer le comportement qu'ont les professionnels et surtout les professionnels qui sont au contact des patients. Si ces professionnels sont aux prises avec 50 formulaires et 50 recommandations de bonnes pratiques, je trouve que c'est contradictoire parce que ça ne permet pas de se mettre en place des relations adéquates. Dans mes propres travaux, je vois le même phénomène que toi. Mais je pense qu'il faut regarder ça aussi à travers les deux pôles de la contradiction, du paradoxe. D'une part, il y a une volonté sincère d'humaniser et que ce but, cependant, des difficultés récurrentes. Parmi ces difficultés récurrentes-là sont l'élan, l'historique qui caractérise ces organisations-là, parfois le détournement de sens. Il y a des politiques, des outils qui sont véritablement, profondément humanisants, en tout cas qui contiennent cette intention-là, avec des usages qui deviennent tout autres par la suite. J'aimerais valoriser un peu le pôle étonnant peut-être de l'humanisation qu'ils peuvent porter, par exemple, les outils d'évaluation. C'est quoi l'alternative à l'absence d'outils d'évaluation standardisés? C'est une évaluation qui se fait essentiellement dans la tête du professionnel. Quand le professionnel est bienveillant, tout va bien. Mais néanmoins, ce qui est contenu dans sa tête n'est pas toujours discutable, transmis à l'usager, à ses proches, aux collègues. Donc, des outils standardisés, ont été conçus par des cliniciens qui voulaient ouvrir la boîte noire de l'évaluation et la rendre discutable. Discutable avec des collègues, avec des usagers, etc. Donc, il y a un contenu intéressant, potentiellement intéressant en tout cas, d'humanisation dans ces outils-là. Pour être un peu plus précis, par exemple, une des problématiques dans ce débat-là, c'est l'approche milieu de vie. Okay, en centre d'hébergement. Donc l'approche milieu de vie consiste à dire qu'il faut que les résidents se sentent à la maison, chez eux. Beaucoup de professionnels sont par exemple obligés d'appeler les résidents par leur nom de famille. Quand est-ce qu'on s'appelle par son nom de famille dans un milieu de vie, c'est quand même très rare. Comment on veut créer un milieu de vie avec des relations personnalisées si les professionnels ont 50 items à remplir et même plus profondément, je me demande est-ce qu'il ne faut pas aussi à un moment accepter, si on veut des milieux de vie, que le soin est inégal parce que les relations sont inégales. Oui. Deux remarques. La première, entre ce que les formules ou les protocoles proposent et ce qui est fait, l'écart est immense. Donc, encore une très grande marge de manœuvre pour les gens, pour agir, etc. Deuxième remarque, il n'y a pas de pratique idéale, il n'y a pas de milieu de vie idéal. On est toujours dans un monde de contraintes. Et les CHSLD sont des lieux de très haute contrainte. Si j'avais, moi, une baguette magique, je ferais disparaître les CHSLD. Ce n'est pas une organisation que je crois. Je pense qu'elles ne sont pas rénovables. Non seulement on annonce des rénovations, de la climatisation, mais en plus de la construction de nouveaux établissements de très grande grandeur. Ça, c'est contradictoire avec l'approche milieu de vie, qui permet non seulement aux usagers de vivre, d'exprimer leur singularité, mais aussi aux professionnels d'exprimer une certaine singularité. Dans le contexte danois, il y a une séparation très claire entre l'affectif et le professionnel.
L'État danois affirme que le travail professionnel ne doit pas être le fait des proches aidants, par exemple. Donc, il y a une prise en charge plus profonde des besoins qui requièrent une compétence professionnelle. Et ce faisant, ça libère beaucoup d'espace pour les proches aidants pour vivre une vie ordinaire avec leurs parents, leurs conjoints, etc. Et je pense que donc la difficulté, elle est de mise en œuvre réelle des approches comme milieu de vie, découle du fait qu'elle se plaque sur des organisations très difficiles à faire évoluer. Elle se plaque sur une organisation du travail qui demeure essentiellement industrielle, dans laquelle émergent deux formes miroirs de souffrance, celle des travailleurs, des travailleuses, et celle des usagers, des usagères. Il y a un autre aspect qui est l'emploi du temps des professionnels. Les tâches administratives des professionnels s'accroissent, en particulier des infirmiers et infirmières, ce qui fait qu'elles ont moins de temps clinique. Et ce temps avec les résidents ou patients, il est comblé par les infirmiers auxiliaires, qui ont de plus en plus de papier également. Et donc les préposés en dernier ressort doivent, sans augmentation d'effectifs, voire avec des diminutions d'effectifs, s'occuper des patients autant. Maintenant, on est à un stade où peut-être il faut s'interroger sur une autre direction. Je suis aussi d'accord avec l'idée qu'on est en train de déraper. Peut-être qu'on est allé trop loin et que si les professionnels passent leur temps à lire des protocoles au détriment d'un temps clinique direct, il y a un problème, évidemment. La question, c'est pas plus ou moins de ce que tu as appelé des tâches administratives. Moi, je dirais des tâches cliniques standardisées. Le vrai débat, c'est mieux de tâches administratives ou de tâches cliniques standardisées. Prenons le cas de l'aide à domicile. Il y a énormément de temps de travail de déployer pour faire des évaluations multidimensionnelles standardisées. Ce à propos de quoi je suis plutôt d'accord. Mais après, si ça n'engage pas de comportement, si c'est fait que pour être fait, si ce n'est fait que pour la reddition de compte, on est devant un système qui tourne à l'envers. Et ça, c'est une vraie difficulté. Prenons le cas de l'hébergement de longue durée. Qu'on impose un temps au moment de l'accueil pour faire une histoire de vie, ça me semble être tout à fait une bonne chose. Cette bonne idée-là, comme par hasard, elle est très peu réalisée. Alors peut-être que de faire une histoire de vie qui permettrait aux soignants de connaître un peu ce qui est requis de connaître sur la personne, permettrait de partager la connaissance singularisante qui nous est chère à tous les deux et de la sortir d'un rapport seulement individualisé à la personne. Il me semble essentiel de standardiser un travail de planification des services qui découle d'une capacité de lire les besoins, puis après, dans le temps, de monitorer l'écart entre les deux. Sinon, c'est quoi l'alternative? C'est peut-être de laisser tout ça aller comme ça va. Et la conséquence clinique empirique réelle, c'est qu'il y a des gens qui ont trop de services, ce qui est une source de perte d'autonomie fonctionnelle, et d'autres qui n'ont pas assez de services. Donc, ça prend un peu de ça. Le problème, c'est comment on peut trouver le bon équilibre et comment bien garder la finalité clinique qui est derrière ça. Alors peut-être que ça dépend de ce qu'on entend ici par clinique, parce que dans un milieu de vie, il n'y a pas que de la clinique. Comme tu disais, peut-être qu'on a été trop loin. Alors maintenant, peut-être que la question, c'est de définir un domaine de non-évaluation et un domaine de pratique qui n'est pas clinique. Merci Yves d'avoir bien voulu discuter avec moi. Je trouve que l'un des points importants qui ressort de cette discussion, c'est que on est comme à une époque charnière où en fait, dans le milieu de la santé, dans le milieu des soins, à destination des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs en particulier, puis en général, je pense, où il faut savoir comment améliorer la qualité de ces soins. Une partie des outils qu'on a à disposition, comme les évaluations, a produit des améliorations mais n'est pas suffisante. Donc je pense que c'est intéressant de laisser aussi le débat ouvert avec toi. Très bien. Et on poursuit le débat plus tard.